Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des instructions officielles de 1941. Je vais faire un résumé, ensuite je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, et ensuite je vais conclure. Dès l'avant-propos, on comprend que la méthode naturelle est la méthode phare de Césio, on précise qu'elle a fait ses preuves et qu'elle plaît à la jeunesse. On demande d'ailleurs aux maîtres formés à des méthodes différentes de se soumettre à cette méthode naturelle, voulue comme méthode nationale. Cette formation de base, contrairement au sport, est considérée comme étant la seule à permettre un développement harmonieux et à permettre un véritable développement des qualités foncières. Elle aurait 4 effets majeurs. Une action à la fois fonctionnelle, structurale, utilitaire et morale. Fonctionnelle car elle assure le développement des capacités cardiovasculaires, structurale car elle permet le redressement des corps, utilitaire car elle permet d'apprendre à être efficace notamment dans des activités pratiques et professionnelles, et morale car elle permet le développement du caractère, du courage, etc. On hiérarchise les exercices naturels entre eux. La marche, la course et les sauts sont les exercices les plus valorisés, notamment pour leur action foncière plus importante. Le grimper, le lever, le porter, l'attaque et la défense sont moins valorisés. On sent une grande prudence vis-à-vis des efforts intenses que ces exercices sont censés provoquer. Au sein des exercices naturels, ce sont les exercices de locomotion et plus particulièrement la course qui sont considérés comme les exercices les plus importants de la méthode. La gymnastique suédoise est secondaire dans ces JO. Elle est là seulement en cas de besoin, sous le regard du médecin. La pédagogie analytique, où on décompose le mouvement, et la pédagogie cognitive, dans laquelle il faut comprendre parfaitement le geste, sont des pédagogies omniprésentes. Cette omniprésence de la pédagogie analytique est particulièrement visible dans la gymnastique corrective, même si elle est dans une moindre mesure également présente dans l'initiation sportive et dans les exercices naturels. Le sport est considéré comme un moyen de formation très efficace et semble clairement valorisé dans ces JO. Cependant, ce n'est pas non plus une vraie rupture vis-à-vis des textes précédents, car le sport est toujours une sorte d'aboutissement. Le sport est toujours précédé par l'EP général et doit toujours être autorisé par un médecin. De plus, la compétition sportive est toujours précédée de plusieurs années d'études des gestes, de la technique, par une pédagogie analytique. Les sports sont donc quelque peu valorisés dans ces JO, mais c'est loin d'être révolutionnaire. La discipline et la pédagogie restent très fermes. On parle de discipline intelligente et de cadre très ferme. Mais comme pour les JO de 1923, il y a quelques légères ouvertures à une pédagogie plus active. On laisse la possibilité de déléguer à des chefs de groupe certaines responsabilités et on recommande de faire du travail par vague et par groupe de même niveau, ce qui peut être considéré comme un début de pédagogie différenciée. Comme pour les textes précédents, le contrôle médical reste omniprésent, et ce contrôle reste basé sur des fiches de suivi très précises. Voilà, on a terminé avec le résumé global, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails de ces JO. Déjà, c'est intéressant de noter que ces JO soulignent le manque de formation de l'époque. On peut lire que l'esprit d'initiative de chacun devra suppléer pendant une première période à l'insuffisance de la formation. L'hygiène est mise en avant comme conséquence de la pratique en plein air, des exercices naturels et plus particulièrement des exercices de locomotion. D'ailleurs, en ce qui concerne l'hygiène au sens strict du terme, on peut d'ailleurs lire que les activités physiques seront suivies le plus souvent possible par une douche. En ce qui concerne le sport, ces JO distinguent l'initiation sportive et la formation sportive. L'initiation sportive est plutôt destinée aux plus jeunes, elle est peu intensive et se concentre sur la coordination des gestes. La formation sportive est alors une véritable pratique sportive qui est destinée aux plus âgés, dont l'organisme est déjà suffisamment formé. L'initiation sportive est surtout composée d'études techniques. L'initiation sportive semble très décontextualisée, on n'est pas dans la pratique et la découverte, on est dans l'étude. On parle d'études, de sport étudié, etc. On peut lire que les séances d'initiation sportive sont consacrées à l'étude méthodique des gestes et que le succès dépend de la connaissance parfaite des gestes. Aussi, on pourra noter que les JO de 1941 font explicitement référence à la méthode française. Dans l'initiation sportive, on a aussi une place qui est faite à l'étude des éléments tactiques. On peut lire qu'au cours des séances d'entraînement au sport collectif, une large place sera faite aux études tactiques. L'initiation sportive peut aussi comprendre des séances d'entraînement plus contextualisées, mais elles font l'objet d'une grande prudence vis-à-vis d'éventuels efforts trop intenses qu'elles peuvent causer. Ce qui est intéressant dans ces JO, c'est que l'initiation sportive commence dès 10 ans. C'est plutôt que lors des textes officiels précédents. En effet, dans la méthode française de 1925, l'initiation sportive ne peut pas être envisagée avant 16 ans, et dans le projet de règlement général de 1919, c'est même 18 ans. D'ailleurs, il y a 2 exceptions à cette règle, la natation et l'athlétisme qui peuvent même être commencés avant 10 ans. On doit initier à la natation le plus tôt possible, il est écrit que l'initiation à la natation pourra commencer dès l'âge scolaire et même plus tôt. Et en ce qui concerne l'athlétisme, sa proximité, voire sa confusion avec certains exercices naturels font que son initiation peut arriver avant 10 ans. D'ailleurs, on peut lire que pour l'enfant de moins de 10 ans,
On ne fait pas de différence entre le geste naturel et le geste sportif. L'enfant saute, court, lance le mieux qu'il peut en obéissant à son instinct et à son don d'imitation. À présent, on va rentrer dans les détails des différentes activités sportives. En ce qui concerne l'athlétisme, au-delà de ce que nous venons de dire, on remarque qu'il y a une grande prudence vis-à-vis de l'excès d'effort dans cette discipline sportive. D'ailleurs, les épreuves sportives et les compétitions ne viennent qu'à partir de 14 ans, et ce n'est qu'à partir de 16 ans que les compétitions pourront prendre une plus grande importance. En ce qui concerne la natation, on remarque que même si on ne rompt pas totalement avec l'apprentissage à sec des textes précédents, il semble qu'on s'en éloigne un peu. On peut lire que l'apprentissage à sec étant réduit au minimum. Les exercices naturels d'attaque-défense font partie de la méthode naturelle de Hébert et sont pratiqués avant 10 ans. Mais contrairement à la natation et à l'athlétisme, on ne considère pas que cela soit une véritable initiation sportive, mais plutôt des exercices préparatoires. Après 10 ans, et après l'étude des différents coups, on envisage de faire aux élèves de véritables assauts, mais cela doit venir progressivement et assez tard. En ce qui concerne la gymnastique aux agrès, on souligne nettement qu'il faut absolument que les élèves aient un entraînement physique de base avant de pouvoir pratiquer. Pour les sports de plein air, on précise qu'ils ont la vertu d'être une école du cran, et que certains sports de pleine nature, en particulier le ski, peuvent dans certaines régions être pratiqués par les enfants dans le cadre scolaire. En ce qui concerne les sports collectifs, à partir de 12 ans, ils peuvent faire l'objet d'une véritable pratique globale mais sur terrain réduit. On incite même à utiliser du matériel adapté aux enfants, panier abaissé en basket par exemple. Et à partir de 14 ans, on pratique selon le règlement fédéral et avec les conditions de pratique des adultes. De nombreux sports collectifs sont mis en avant, basket, hand, foot, hockey, etc. Mais on insiste particulièrement sur le rugby. On peut lire qu'on mettra en honneur cet admirable sport de combat collectif qu'est le rugby. Globalement, tous sports confondus, les vraies compétitions sportives ne sont possibles qu'assez tard. Enfin, comme pour les JO de 1923 et comme pour la méthode française, les jeux sont également valorisés, et cela particulièrement pour les enfants les plus jeunes. Ils sont considérés comme préparatifs au sport. Donc pour conclure, avec les JO de 1941, les finalités restent sanitaires et le contrôle médical reste omniprésent. On a un éclectisme modéré avec plusieurs méthodes, mais c'est clairement la méthode naturelle qui est la plus mise en avant et considérée comme le fondement de l'EP de base. Les exercices de locomotion tels que la course et la marche sont très fortement valorisés car le développement du cœur et des poumons semble être un objectif sanitaire prioritaire. Les pédagogies analytiques et cognitives restent très présentes. On cherche à décomposer le mouvement et à faire acquérir une connaissance parfaite du geste aux élèves. Enfin, le sport est nettement mis en avant. L'initiation sportive se fait assez tôt, dès 10 ans, mais malgré tout, on reste très prudent vis-à-vis de l'activité sportive et l'initiation sportive se limite essentiellement à l'étude des gestes. La formation sportive, qui constitue, elle, la vraie pratique sportive au sens global du terme, n'intervient qu'à partir de 12 ans, mais avec une grande progressivité et une grande prudence. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.